Bien. Marie-Madeleine Hug est excusée à donner pouvoir à Franck de Momont. Christophe Rambaud. Iba Pruneau est excusé à donner pouvoir à Marie Razamoeli. Moussa Osturk. Anne Pasco est excusée à donner pouvoir à Daniel Barré. Alexis Christodoulou. Michel Brandon. Atif Khalid. Marie Razamoeli. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Élodie Thorez. Daniel Barré. Jamel Malgui. Il est là, il était là il y a 5 minutes. Présent. Asma Manaï Amadi, excusé, donner pouvoir à Moussa Osturk. Fatima Tasso. Elle est dehors. Elle arrive, il faut qu'il se dépêche. Anifé Béram. Miné Caillou. S'il vous plaît, vous pouvez vous installer rapidement. Donc, je note l'arrivée de M. Malgui, de Mme Sceaux, de Mme Caillou. Thierry Jolivet. Jacques Lalo. Eulalie Lama est excusée à donner pouvoir à Jamel Malgui. Corinne Moutot, excusée à donner pouvoir à Christophe Rambaud. Francine Feuzor est excusée à donner pouvoir à Fatima Tasso. Jean-Claude Renouf. Mario Tavares. Élodie Thorez. Bruno Touane devrait être en retard, nous dit-il. Cyril Faure. Michel Perrier est excusé de donner pouvoir à Cyril Faure. Patrick Gage. Virginie Durand. Farah Loiseau. Kassim Balaban. Et Claire Prieux. Donc, je vous propose de désigner une secrétaire de séance. Élodie Thorez. Pas d'opposition. Chers amis, nous avons reçu un courrier de l'OGEM Loiret hier. En tout cas, il est arrivé hier. Il est daté de vendredi. Il s'agirait de créer une servitude de passage temporaire sur le domaine privé communal sur l'allée Rabichon. L'allée Rabichon est une petite allée qui est située place Jean Jaurès et qui dessert les terrains de la rue Gambetta où on va construire les immeubles avec l'OGEM Loiret. Donc cette petite allée Rabichon dessert à la fois le terrain de l'ancienne école et sur la gauche les immeubles de la Caisse d'épargne. Voilà. Donc dans l'attente d'une régularisation administrative, vous avez vu qu'on a déplacé les transformateurs électriques, le transformateur d'étendeur gaz, etc. Une nouvelle voie sera créée à cet endroit-là. Dans l'attente de la création de cette voie nouvelle par l'aménageur, l'OGEM Loiret, qui est en train de commercialiser les bâtiments en accession à propriété, nous demande d'avoir une délibération express sur la création d'une servitude de passage temporaire pour que dans les actes qu'ils vont signer avec les futurs acquéreurs ou les promesses de vente, il soit titré sur ce droit de passage, puisque les accès aux futurs immeubles se fera non par ce passage-là pour desservir les parkings situés à l'arrière du terrain. Donc je vous demande l'autorisation de rajouter cette délibération 5 bis, qui est une servitude de passage temporaire sur un domaine privé communal. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on rajoute cette délibération? Bien, donc elle est rajoutée. Merci. Bien, donc, l'ordre du jour. Délibération. Ah oui. Vous avez reçu un PV. Donc, c'est le PV du Conseil municipal du 19 janvier. Vous l'avez reçu. PV numéro 7 de la mandature, c'est ça que ça veut dire? Sans doute. Numéro 1 2021. Numéro 7 de la mandature, sans doute. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? On peut donc l'adopter en l'état. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est donc adopté. Merci. Délibération numéro 1. Modification de la commission C5. Donc, à la demande de
de Madame Loiseau. On vous propose de remplacer Madame Loiseau dans la commission C5 par Madame Prieux. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc la commission sera donc composée de Michel Brandon, Fatima Tasso, Boubacar Ba, Asma Manae Amadi, Francine Feuzor, Miné Caillou, Michel Perrier, Claire Prieux. Merci. Délibération numéro 2. Prise en charge d'une facture de sécurisation de l'espace public et d'un espace privé avec Valoir Habitat. C'était en début d'année dernière où Valoir Habitat a mis en place une surveillance sur le domaine public et privé au droit du Guéobiche. Voilà, donc on avait dit à l'époque qu'on partagerait à moitié-moitié la facture. Donc ils nous ont envoyé une facture de 666,72 € qui représente la moitié de la facture. Je vous demande donc l'autorisation de prendre en charge la quote-part de cette facture. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Vote des subventions au profit des associations. C'est la première partie, ce sont les associations, les subventions sans contrepartie. Nous passerons les subventions avec contrepartie au conseil municipal prochain. Est-ce que est-ce que tout le monde a eu la liste? Donc vous avez eu la liste. Donc au chapitre 922 enseignement, il y a les subventions aux coopératives scolaires qui sont fixées en fonction du nombre d'enfants à la rentrée scolaire. Elles sont majorées, elle est majorée pour l'école Makeba de la prise en charge de l'assurance pour les instruments de l'orchestre à l'école, qui était prise en charge précédemment par la coopérative scolaire de Claudel. Ensuite, ça glisse pas. Chapitre 923, culture. Iberia Cultura, on vous propose 305 €, comme l'an dernier. On a reconduit les subventions l'année dernière. Ronda Typica, 1000. Air du Temps, 1600. Acpetam, 500. Les Tunisiens du Loiret, 150. Le modélisme ferroviaire, 150. Le chiffre et les lettres, 150. France-Palestine, 150. Collectif immigré, 150. FNACA et PGCATM, 380. Cercil, 1300, Flamenquita, 150, les Croqueurs, 3000. Je mentionne qu'une subvention complémentaire leur sera attribuée pour le festival, à l'automne, en fonction de la situation de l'association. Et on a mis une provision de 400 € pour les transports. C'est pour l'enveloppe globale, subvention. Jeunesse et sport, 924. Le judo, 5000. Cyclo, 650. Club cycliste Vierzonais, 700. L'USC, le club de foot des Turcs de Chalette, 800. Gymnastique de détente, 150. Club de voile, 2500. La Palme, 1000. La Blette, 600. Le modélisme naval, 150. Le Sporting Club, 800. Le tennis club, 4000, les palmeurs, 500, le karaté, 600, l'escalade, 300, le rugby féminin, 500. L'intervention sociale et santé, 925, la Rucheco, 500, le secours populaire, 2000, femmes solidaires, 150, MRAP, 150, Agir pour la Palestine, 150, les UNRPA. Alors, donc les UNRPA Bourg, Lancy, 4915, c'est ça? Et l'UNRPA Vézine, 4080. Alors, pourquoi cette augmentation? Puisque l'an dernier, on leur avait donné 150. Nous avons, vous savez que nous mettons à disposition des deux UNRPA, du Bourg et de Vézine, un logement qui leur sert de locaux associatifs. Un dans la résidence Louise Michel, pour l'une, et l'autre au foyer Jacques Duclos. Cette mise à disposition est gratuite, mais du coup, c'est pris en charge par le CCAS, puisque ce sont des loyers en moins que touche le CCAS du fait que ces logements ne sont pas loués, puisqu'ils servent de locaux associatifs.
Donc, je vous propose, pour la transparence, et puis pour que politiquement, on a un affichage politique, puisque c'est une aide, c'est une subvention au milieu associatif, finalement, qui est aujourd'hui invisible. Donc, la discussion qu'on a avec les UNRPA, c'est qu'on va signer un bail avec elles, on va leur facturer un loyer qui sera payable une fois l'an, et ils le paieront avec la subvention qu'on leur versera dès qu'on leur verse la subvention. Donc ça, il y a deux avantages. C'est que politiquement, c'est une aide au milieu associatif qui est transparente et visible politiquement pour les citoyens. Et deuxièmement, ça fait une recette pour le CCAS, qui n'a pas à payer la politique de la ville en direction des associations. Voilà. C'est ce qu'on faisait, vous savez, ce que j'ai fait au début de mes mandats, on faisait ça avec la ruche éco. Les bons alimentaires pas les bons alimentaires, l'aide alimentaire mis en place par la ruche éco se faisait sur la base de bons dont le service instructeur était le CCAS. Et donc on versait une subvention au CCAS qui reversait à la ruche éco. Donc on a mis en place une subvention de la ville, donc une convention tripartite, ville, CCAS, ruche éco, où c'est la ville qui verse la subvention à la ruche éco directement, et sachant que les bons sont bien entendu instruits par le CCAS. Mais au moins ça devenait lisible, visible et transparent. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Donc pour les deux... alors ça ne s'appelle plus l'UNRPA, vous rectifiez, ça s'appelle Ensemble et Solidaire. Chalet de Bourg, 4915 et Vésines, 4080. Voilà. Donc, alors évidemment, voilà. Ibuka, 150. Les associations, comment on appelle ça, d'anciens combattants, non pas d'anciens, patriotiques. Voilà. Donc c'est Arac, 80, Le Souvenir, 80, Lanka, 80, Les Marins, 80 et l'UNC, 80. Fratercité, 5000, comme l'année dernière. 925, CCAS, une subvention d'équilibre de 113 630,87. Une provision pour les participations au transport associatif, donc transport COS 400, on a inscrit, enfin je ne sais pas si on va l'inscrire. Ça c'est pour 2020. Ah d'accord, pardon. Donc, voilà. Famille, le club des retraités SNCF, 150. Ensuite, logement, aide, association de défense des locataires, donc 2 fois 750. Donc il y a la CNL et l'autre c'est la CGL. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait un ensemble de subventions pour 160 000 € à peu près. Voilà. Et on passera au prochain conseil municipal les autres subventions. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Balaban. Bonsoir, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Je voulais intervenir parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un peu des manques. C'est au niveau des transports. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'associations à qui on a donné des subventions pour les transports de 400 €? Est-ce que tout a été mis? Je me pose la question, est-ce que ça apparaît? Et ensuite, il y a également par rapport à la régie de quartier, Fratercité, où on donne une subvention de 5 000 € alors qu'on les utilise, on leur propose, on les utilise comme des prestations de lavage de vitres ou quoi d'autre. Et alors qu'on avait décidé dans une des commissions que lorsque nous utilisons des prestations de services de certaines associations, on ne leur donnait pas
de subventions, car le fait de donner déjà des prestations, de leur payer des prestations, permettait de gérer leur fonctionnement. Donc je voulais savoir pourquoi il n'y a pas cette étiqueté, tout simplement. Pour les transports, dans le budget de la commune, dans l'enveloppe en question, dans le chapitre en question, on mettrait une enveloppe pour l'année, sachant que au fur et à mesure que les associations utilisent cette possibilité, elles nous envoient copie de la facture qu'elles ont réglée et nous, on verse la subvention. Voilà. Donc de toute façon, pour ce qui est le transport associatif, nous serons amenés à délibérer à chaque conseil, tout au long de l'année, à chaque conseil municipal, à chaque fois qu'il y aura une demande particulière. Dans le budget, on met une enveloppe, c'est tout. Donc aujourd'hui, on ne délibère pas sur les transports associatifs. Voilà. Pour Fratercité, je dirais qu'il y a un certain nombre d'associations qui touchent des subventions et qui perçoivent aussi des prestations de services, des associations sportives en particulier. Voilà, donc il n'y a pas que Fratercité. Et deuxièmement, Fratercité est une association comme une autre qui agit dans le domaine comment on appelle ça, de l'insertion par l'économique. Ils ont des financements de la part de l'État, du Conseil général, du Conseil régional, de l'AGLO, qui financent des emplois aidés, puisque le but de l'association, c'est à travers des emplois aidés par l'État et le département de permettre à des personnes de retourner dans un processus d'employabilité. En même temps, cette association de solidarité sociale mène des activités et des actions collectives sociales au service des citoyens dans le quartier tout au long de l'année. Cette action sociale de terrain n'est pas financée par les aides de l'État ou des autres collectivités. Voilà, donc je dirais qu'on aide Fratercité à mener des actions qui, en face, n'ont pas de recettes. C'est les actions qu'on peut mener autour du vivre ensemble, de la citoyenneté, de l'éducation populaire, etc., que mène cette association et qui provoque des dépenses, mais qui n'ont pas de recettes, ou très peu de recettes. Voilà, c'est uniquement à ce titre-là. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous propose donc de voter ces subventions. Est-ce qu'il y a donc sachant qu'elles devront faire l'objet d'une inscription budgétaire après, hein. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Rapport d'orientation budgétaire, délibération numéro 4. Chers collègues, l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le débat d'orientation budgétaire s'effectue sur la base d'un rapport précisant les orientations budgétaires de la commune pour l'année à venir. La loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 et la quatrième loi de finances rectificative pour 2000 du 30/11/2020 sont fortement marquées de la crise sanitaire et du plan de relance 2021-2022 conçu par le gouvernement. Pour 2020, le déficit de l'ensemble des administrations publiques est anticipé à 10,2% du PIB, dont 0,1% pour les administrations locales. Pour 2021, une amélioration est programmée avec une prévision de déficit public limité à 6,7% au niveau des administrations publiques et 0% au niveau des administrations publiques locales. Elle table sur une reprise progressive mais certaine de l'activité économique grâce au déploiement sur 2 ans d'un plan de relance du gouvernement exceptionnel de 100 milliards d'euros pour faire face à la crise. Cet effort financier sans précédent affiche un objectif de refondation économique, sociale et écologique autour de 3 volets
centraux que sont la compétitivité, la cohésion et l'écologie. Pour les collectivités locales, il se traduit essentiellement par la multiplication de programmes et d'appels à projets pour la mise en œuvre d'actions ciblées en faveur du recyclage des friches industrielles, du développement des démarches durables dans les cantines scolaires, du soutien à l'économie de proximité, de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Dans le but de soutenir l'emploi au sein des entreprises, un grand nombre de dispositions concernent des aides à l'embauche des jeunes via la diminution ou l'exonération des cotisations sociales et la baisse, voire la suppression de certains impôts. Or, et regardez de plus près, certaines mesures, et non des moindres, constituent à terme de véritables menaces sur les budgets des collectivités locales, alors même que ces dernières ont pourtant largement été mises à contribution dans la gestion de la crise, y compris en palliant aux carences et insuffisances de l'État dans bien des domaines, comme la distribution des masques au grand public, la mise en place et participation à des réseaux d'aide matérielle et psychologique en direction des plus fragiles, l'organisation des campagnes de vaccination. En effet, si un certain nombre de dispositions d'application immédiate ou légèrement différées aura déjà un impact non négligeable, comme la suppression non compensée ou les réformes de certaines taxes, comme la taxe funéraire sur les inhumations et crémations, les nouveaux abattements sur les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur la taxe communale sur la consommation finale d'énergie. D'autres risquent de grever plus structurellement les finances communales. C'est essentiellement le cas de la baisse de 20 milliards d'euros des impôts de production dus par les entreprises, mesure annoncée comme pérenne sous couvert du plan de relance, mais que le gouvernement avait déjà évoqué bien avant la crise sanitaire. Pour le bloc communal, communes et EPCI, il s'agit concrètement de la réduction par 2 de la valeur locative des établissements industriels, soit 3,4 milliards d'euros, 1,75 milliard au titre de la taxe foncière et 1,56 milliard d'euros au titre de la CFE, contribution foncière des entreprises. Deuxième composante de la CET, contribution économique territoriale, qui a remplacé la taxe professionnelle. Certes, ces 10 milliards d'euros par an seront dûment compensés par l'État sur 2021 et 2022, mais il n'existe aucune visibilité à l'horizon 2023. Il s'agit également pour 2022 de garder à l'esprit les variations significatives potentielles fiscales et financières liées à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la réforme de la fiscalité locale. La suppression de la taxe d'habitation sera en effet compensée par l'intégration des ressources du foncier bâti dans le potentiel financier des communes, nouvel indicateur de ressources plus large que la notion de potentiel fiscal qui était retenue jusqu'à présent, pour déterminer les montants des dotations et des dispositifs de péréquation de l'État. Ces mesures phares du plan de relance s'avèrent d'autant plus problématiques que les dotations sont, au mieux, maintenues à leur niveau intérieur pour 2021. C'est le cas notamment de la DGF, dotation globale de fonctionnement, dont le montant est gelé pour la 4e année consécutive au niveau national à 18,3 milliards d'euros, ce qui aboutit inévitablement à une perte de pouvoir d'achat des communes, à laquelle s'ajoute l'absence de prise en compte de la progression démographique et de l'évolution inéluctable des services publics locaux aux besoins des administrés, particulièrement en matière de santé. Les prévisions de versement des dotations d'investissement pour 2021, de l'ordre de 1,6 milliard d'euros, ne sont de surcroît pas de nature à relever les défis de l'après-crise. 888 millions au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, soit plus 10 millions d'euros de moins, soit donc 10 millions d'euros de moins qu'en 2020. 626 millions d'euros pour la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, soit 100 millions de plus que l'année dernière, uniquement dû à la DSIL exceptionnelle de la 3e loi de finances rectificative visant à accélérer la transition écologique dans les territoires. 129 millions pour la DPV, dotation politique de la ville, contre 124 en 2020. Dans ce contexte dégradé, empêchant toute prospective à moyen terme, en tout cas au-delà de 2022, nous ne nous résignons pas et comptons mener à terme nombre de projets en faveur des chaletois en poursuivant notre politique d'investissement pour une ville plus accueillante, plus durable, plus solidaire, où il fait bon vivre. Une fois encore, la préservation de la qualité de vie des habitants nécessitera de faire preuve de la plus grande rigueur budgétaire, en maîtrisant autant que faire se peut nos dépenses de fonctionnement et en sollicitant systématiquement les financements auxquels nous sommes en droit de prétendre pour développer nos projets. Le budget 2021, préparé et sans doute également voté en pleine crise sanitaire,
fait le pari de lendemains meilleurs qui permettront à nos concitoyens de se soigner, de bouger, de se cultiver, de se divertir, de vivre ensemble. Conformément à la loi, ce rapport intervient chaque année dans les 2 mois du vote du budget primitif qui devrait être présenté au conseil municipal le 31 mars 2021 ou au plus tard le 15 avril. Il présente les grandes orientations budgétaires envisagées en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement. Il doit préciser les évolutions retenues pour construire le projet de budget en matière de concours financiers, fiscalité, tarification, subventions, les projets d'investissement et leur financement, les autorisations de programme, l'encours de la dette et son évolution. Il doit également comporter un volet relatif aux effectifs en termes de structure et d'évolution, ainsi que les éléments de rémunération du personnel. Il doit ainsi permettre le débat au sein du conseil municipal. Concernant les résultats 2020 prévisionnels, avant traitement des rattachements, les comptes 2020 font apparaître en fonctionnement les chiffres suivants. En dépenses, 16 549 581 €. En recettes, 18 722 950 €. Le résultat de la section est donc de 2 173 369 €, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur, 902 723 €, soit un résultat de section de 3 076 092 €. En investissement, les dépenses sont de 4 522 000 € et les recettes de 3 692 513 €. La section dégage donc un déficit de 829 578 €, auquel il faut ajouter 1 676 815 € de dépenses pour obtenir un déficit final de 2 506 314. Ainsi, seront reportés 569 698 € au compte 002 de la section de fonctionnement du budget primitif 2021 avant rattachement. Évolution 2020-2021. Il convient tout d'abord de rappeler que le conseil municipal a décidé par délibération du 4 juillet 2020 de passer d'un vote du budget par fonction à un vote par nature au chapitre à partir du vote du budget primitif 2021, et ce pour les 6 ans qui viennent. Ainsi, nous passons d'un budget au sein duquel les dépenses et recettes étaient regroupées par famille d'activités à un regroupement par type de dépenses ou de recettes facilitant l'activité financière et comptable. Les engagements, liquidations et mandatements des dépenses se feront dans la limite des crédits inscrits au chapitre. Une nouvelle délibération de l'Assemblée ne sera pas nécessaire pour modifier les montants des crédits par article à l'intérieur du même chapitre. Pour mémoire, la dernière partie de l'emprunt de 9 millions d'euros autorisée par le conseil municipal en 2019, soit 3 millions d'euros, a été contractualisée en 2019. En 2020, aucun nouvel emprunt n'a été contracté. Pour 2021, un emprunt sera sans doute nécessaire pour mener à bien les investissements prévus. Il convient de préciser que globalement, la collectivité n'est pas fortement endettée. En ce qui concerne les taux d'imposition sur le foncier bâti, 32,73%, et sur le foncier non bâti, 74,40%, il n'est pas envisagé de les augmenter cette année. Comme évoqué en introduction, la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des ménages sera complètement effective en 2022. En 2020, 80% des foyers ont déjà été exonérés, les 20% restants verront leur taxe d'habitation diminuer progressivement sur 3 ans. En compensation, les villes reçoivent la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc à partir de 2021. Pour Chalette, cette part ne suffisant pas à compenser la suppression de la taxe d'habitation, un coefficient correcteur sera appliqué sur le produit du foncier bâti, de façon à ce que la collectivité perçoive un montant identique à ce qu'elle aurait dû percevoir avec l'application des taux de taxe d'habitation, en les appliquant sur les bases 2020. Cependant, ce coefficient correcteur est figé et la collectivité n'a plus d'impact possible sur ce taux. Seule l'évolution des bases pourra désormais permettre une augmentation des recettes. De même, il n'est pas prévu de revaloriser systématiquement cette année les divers tarifs municipaux. Les leviers concernant la recherche de subventions ont été actionnés autant que possible sur chacun des projets en cours ou envisagés. Les principales recettes, le FCTVA varie évidemment selon les investissements réalisés l'année précédente. Les dossiers FCTVA 2019 sur les investissements 2018 et 2020 sur les investissements 2019 n'ont pas été finalisés. Les montants attendus seront reportés au BP 21. Pour 2019, il s'agit de 1 463 000 et pour 2020, 1 470 000. En outre, il est désormais possible de récupérer le FCTVA sur une partie des dépenses de fonctionnement liées à l'entretien des bâtiments publics et la voirie. 36 500 sont attendus pour 2020 sur les dépenses 2019. Pour 2021, la provision sera subordonnée à l'apparition d'une circulaire qui devrait
tenir compte de la particularité de 2020. La taxe d'aménagement, elle est perçue sur toutes les opérations nécessitant une autorisation d'urbanisme. En 2020, elle a rapporté un peu plus de 92 000 €. Pour 2021, nous inscrirons 90 000 €, dont une partie sera remboursée à l'âme, car il s'agit d'une taxe d'aménagement sur les zones économiques d'intérêt communautaire. Il est prévu au niveau national une stabilité du montant de la dotation forfaitaire. En conséquence, celle de 2021 sera inscrite pour un montant identique à celle perçue en 2020, à savoir 1 580 000 €. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle est généralement en légère progression chaque année. Il sera prévu donc de l'inscrire à hauteur de 2 400 000 €. On a touché 2 396 000 € en 2020. La DNP, la dotation nationale de péréquation, maintenue à 30 000 €. Les droits de mutation ont atteint en 2020 185 121 €. Sont donc envisagés par prudence à hauteur de 150 000 € en 2020, car on a eu une diminution des mutations en 2020. La DSC versée par l'âme, c'est-à-dire la dotation de solidarité communautaire, est prévue au même montant que l'année dernière, soit 295 620 €, sachant que le président de l'AGLO et le vice-président chargé des finances ont décidé d'ouvrir un débat à ce sujet à l'AGLO dans le courant de l'année 2021. La taxe sur la publicité extérieure s'est montée à 87 075 € en 2020. Nous proposons d'inscrire 80 000 € pour 2021. La taxe sur l'électricité perçue par la commune s'est élevée à 196 828 € en 2020 et un montant de recette de 195 000 € est envisagé pour 2021. À noter qu'à partir de 2023, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, TCCFE, devient la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, TICFE, perçue par l'État. En 2021 et 2022, le tarif de la TCCFE sera fixé unilatéralement par la loi pour atteindre en 3 ans sa valeur maximale, à savoir 8,5 % pour toutes les collectivités. Cette disposition ne concerne pas la commune pour le moment, celle-ci ayant fixé le coefficient multiplicateur unique à 8 % depuis sa délibération du 26 septembre 2011. Les attributions de compensation reçues de l'âme en 2020 sont de 3 millions d'euros environ. Malgré des discussions engagées en 2019 sur d'éventuels nouveaux transferts, rien n'a abouti à ce jour. Et aucune discussion n'a eu lieu en 2020. Il n'y a donc pas lieu d'envisager une modification, donc nous inscrirons pour 2021 3 millions d'euros. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, l'ex-FPIC, qui est une péréquation horizontale entre les 15 communes de l'agglomération, reversé par l'âme, sera inscrit pour le même montant que l'an dernier, soit 220 000 €. Le produit des services, y compris ceux versés par la CAF, ont été encaissés en 2020 pour 1 687 000 €, soit un peu plus de 200 000 € de moins que les prévisions budgétaires. Le manque de visibilité sur le fonctionnement des services pour 2021, en raison de la crise sanitaire, nous pousse à inscrire en 2021 une somme de 1 500 000 €. Tant qu'il n'est pas envisagé de modification ni significative ni systématique des différents tarifs. La politique contractuelle que nous entretenons avec la CAF et la CPAM nous procure des recettes qui sont loin donc d'être négligeables. Concernant la CPAM, nous avons encaissé 97 556 €, dont 40 000 au titre des indemnités journalières sur 2020. Donc, par prudence, nous inscrirons pour l'instant 45 000 € de recettes pour 2021, sachant qu'évidemment, on ne connaît pas le montant des indemnités journalières qu'on pourra percevoir au cours de l'année. Concernant la CAF, les sommes encaissées et celles en attente d'encaissement pour 2020 atteignent un montant de 586 278 €. Pour 2021, il convient de tabler sur une recette ne dépassant pas 400 000 € pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le montant global 2020 tient compte d'une exceptionnelle versée en faveur de la crèche et liée à la crise sanitaire pour 81 353 €. De plus, les réévaluations qui seront opérées sur les années 2019 et 2020, en raison d'une différence notable entre les données prévisionnelles transmises à la CAF et les données réelles, pouvant être justifiées, et le contrôle annoncé pour le deuxième semestre 2021 font craindre un impact significatif sur le budget 2021. En gros, s'il y a eu du trop perçu, il faudra bien le rembourser. Voilà. En ce qui concerne les recettes fiscales, elles ont atteint en 2020 7 488 244.
Il a rappelé que la revalorisation des bases locatives ne figure plus désormais dans la loi de finances, mais fait l'objet d'un calcul spécifique indexé sur l'indice des prix à la consommation harmonisé. Le taux de revalorisation pour 2021 à appliquer sur les bases de l'an dernier n'est pas encore connu. Pour mémoire, ce taux de revalorisation avait été fixé en 2020 à 0,9%. En outre, les compensations de l'État pour les exonérations de taxes foncières et de taxes d'habitation qui ont atteint respectivement 79 947 € et 547 594 € en 2020 devraient être stables pour 2021. Nous les estimons donc respectivement à 75 000 et 550 000 pour la préparation de ce budget. Les dépenses de fonctionnement. Il est envisagé donc de les stabiliser au maximum, notamment celles relatives aux charges de personnel qui se sont élevées en 2020 à 10 913 530. Recettes déduites. Pour 2021, il conviendra de tenir compte, outre l'effet GVT, glissement, vieillesse, technicité, habituel, des évolutions suivantes en matière de dépenses de personnel. Outre l'effet GVT, il faudra tenir compte donc de la montée en puissance du centre municipal de santé avec le recrutement de 2 nouveaux médecins en fin d'année et d'une secrétaire médicale permettant le fonctionnement de l'annexe de Vézines. Pour information, le montant des salaires du CMS atteint en 2020 presque 600 000 €. Recrutement sur de nouveaux postes, relations avec l'agglomération, direction de la résidence autonomie Jacques Duclos, agent chargé de l'exécution budgétaire. Et également, recrutement permettant le fonctionnement du futur centre aquatique Claude Blin, dont la mise en œuvre devrait intervenir en fin d'année. Au 31 décembre, la structure des effectifs sont les suivants. Titulaires 210, 137 femmes, 73 hommes. Contractuels et horaires 90, 73 femmes, 17 hommes. Contrats aidés 12, 8 femmes, 4 hommes. Apprentis 3, 2 femmes, 1 homme. Vacataires 3 hommes. Total 318 agents sur le même effectif qu'en 2019. Toutefois, il a noté une progression du nombre de titulaires et une baisse de contractuels en raison d'une volonté de l'employeur de réduire l'emploi précaire. En 2020, 16 agents contractuels ont été mis en stage. En 2020, les traitements ont représenté 6 485 600 €. Ils concernent les agents titulaires et contractuels, les apprentis, les agents en contrat aidé, les élus, les stagiaires, les vacataires, les professeurs des écoles dont on paye les études surveillées et lorsqu'ils accompagnent des classes vertes. Ils comprennent les traitements de base des agents, 6 8 500 €, les indemnités des élus, 193 000 €, le supplément familial, la nouvelle bonification indiciaire, les indemnités de régie, les indemnités d'astreinte, les indemnités de mobilité, les congés payés. Les heures supplémentaires et complémentaires représentaient 132 500 €. Le régime indemnitaire des agents, 770 000 €. Le complément de rémunération, 365 000 € et la participation à la prévoyance et à la mutuelle, 29 860 €. En 2020, la ville a poursuivi son action en faveur des publics éloignés de l'emploi puisque 12 agents sont sous contrat aidé. Concernant l'aide au milieu associatif, la reconduction sera en principe la règle, même s'il doit être tenu compte de l'absence d'activité pour bon nombre de structures en 2020 avec des difficultés inhérentes. L'endettement. Au 31 décembre 2020, la dette en capital s'élevait à 11 960 942 €. Le montant des intérêts courus non échus est de 106 883 €. L'annuité 2021 de la dette, donc intérêt plus capital, c'est 1 239 831 €. Alors, à la date d'aujourd'hui, les principaux investissements envisagés pour 2021 et intégrés dans le budget primitif sont pour la piscine municipale, 2 500 000 €. Des travaux sont envisagés sur les voiries, rue Voltaire prolongée ou rue des Cités Saint-Gobain, pour 244 000 et 234 000 €. La toiture du plateau sportif Makeba, 220 000 €. Du matériel dans la nouvelle piscine pour 210 000 €. De l'éclairage public pour remplacer l'éclairage actuel par des LED, entraîneurs, maillets, feux tricolores, 100 000 €. L'acquisition du bus médical, 100 000 €. Des travaux sur les ponts de la rue Jean Lamy, 84 000 €. La fin des travaux du quartier de la Folie, 60 000 €. Le début des travaux des services techniques, 50 000 €.
l'achat et la pose des sèche-mains dans les écoles électriques, 43 000 €. L'allée du cimetière de Bourg, 41 000 €. L'aménagement de la rue du Guéobiche, dernière tranche, 30 000 €. Le vestiaire du BMX, 29 500 €. L'éclairage public, 26 000 €. L'arrosage au stade du Lancy, 19 000 €. Ce qui fait environ, voilà, disons qu'on aurait une enveloppe d'environ 4 millions € d'emprunts, de travaux nouveaux. Sachant qu'il y a aussi des sommes déjà dans les restes à réaliser, qui viennent s'ajouter à ces sommes-là. Les autorisations de programme et crédits de paiement qu'on a votés le mois dernier, donc ils seront mis à jour au moment du vote du budget, de façon à s'adapter au marché attribué au dernier arbitrage budgétaire. Donc, je ne vous rappelle pas le tableau, c'est celui que nous avons voté au mois de janvier. Eh bien voilà, donc on va vous distribuer ce rapport d'orientation budgétaire et répondre aux questions. Donc le débat, je vous laisse la parole. Donc ces éléments ont été donnés à la commission des finances, c'était quand? Je ne sais pas si c'est mis dans la délibération. Il faudra rajouter. La commission des finances s'est réunie il y a 15 jours. 18 février. Ça a été, je l'ai présenté à la commission des finances du 18 février. Bref, verbalement. Oui, Christophe Rambaud. Oh, tu peux peut-être commencer. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, dans un contexte dégradé et inédit dans la durée et où l'incertitude est plus que présente dans les esprits, les élus que nous sommes ne se résignent pas pour terminer notamment des chantiers, comme vous l'avez énoncé, notamment je citerai le chantier du futur centre aquatique, et ou mettre en œuvre les différents projets prévus dans notre programme municipal pour lequel nous avons été réélus en 2020. Monsieur le maire l'a rappelé, il nous faut poursuivre nos investissements pour embellir notre commune, notre cité, rendre notre ville plus accueillante, plus durable, plus solidaire, bref, une ville où il fait bon vivre, une ville enviée dans la région par la richesse de notre patrimoine naturel et où bon nombre de nouvelles familles souhaitent s'y installer. Alors oui, ne pas se résigner et poursuivre notre ambition de préservation de la qualité de vie de nos habitants. Monsieur le maire a cité les incertitudes sur nos recettes, mais pour autant, la bonne santé financière de notre commune nous permettra cette année encore de recourir, à l'emprunt sans nous mettre en situation périlleuse, une dette tout à fait dans la logique de notre strate de population, comme l'a rappelé à l'instant monsieur le maire. Nos services vont pouvoir fonctionner au bénéfice des Chalétois. Notre tissu associatif peut compter sur notre entier soutien et espérer retrouver au plus tôt un fonctionnement normal. Je veux citer notamment, entre autres, le monde du sport et de la culture, quasi à l'arrêt depuis quelques mois. Et nous venons de voter des subventions qui sont reconduites pour la très grosse majorité d'entre elles. Je souhaite m'arrêter un instant sur deux priorités de cette année. Le centre municipal de santé, qui fait l'envie de beaucoup de villes par son succès et par la qualité des soins et de l'accueil au quotidien. La capacité de l'équipe autour de notre collègue Mme Pruneau à faire venir à Chalette notamment des jeunes praticiens, comme l'a rappelé monsieur le maire à l'instant. 2021 sera l'année du fonctionnement à plein régime de ce centre de santé, avec notamment l'ouverture de l'annexe du quartier de Bézines et l'acquisition du bus médical pour permettre d'être au plus près de chaque foyer dans chaque quartier. Notre centre aquatique, dès son ouverture dans quelques mois, sera là aussi une vitrine pour notre ville de par son fonctionnement, son personnel impliqué et engagé, ses multiples activités novatrices notamment, pour le plus grand plaisir et le bien-être de nos habitants, car oui, nos habitants ont besoin de plaisir et de bien-être dans ce monde de plus en plus incertain. Monsieur le maire, vous pouvez compter sur l'engagement total des élus de notre groupe pour expliquer et justifier nos choix budgétaires 2021 à notre population et permettre aux services municipaux de fonctionner au mieux. Merci. Des remarques, des interventions?
Oui, monsieur Jolivet, appuyez sur le bouton. Oui, j'ai appuyé. Et bonsoir à toutes et à tous. Ce que je trouve de déplorable, c'est quand on parle de friche industrielle et qu'on voit que l'aglo n'a rien présenté malheureusement cette année. Alors espérons que l'an prochain, ils y repenseront et qu'il y ait des volontés pour la friche industrielle de Saint-Gobain notamment, que l'on puisse avoir un endroit digne dans la ville de Chalette, en sachant qu'on est quand même exposé à certaines pollutions et polluants qui ne sont toujours pas stabilisés, malheureusement. Très bien. D'autres interventions? Donc le ROB donne lieu à un vote, hein. C'est-à-dire on ne vote pas le ROB. Le but n'est pas d'approuver ou désapprouver le ROB. Le but, c'est de notre vote, il acte qu'il y a eu un débat sur les orientations budgétaires. Quel que soit le débat, c'est ça que je veux dire. Hein, mais voilà. Voilà. Pour répondre à M. Jolivet, je partage son avis. De toute façon, des éléments qui vont faire bouger les choses, puisque l'aglo a enfin acheté, ou est en train, le dernier terrain que nous ne maîtrisions pas sur ce territoire et qui est un grand terrain au cœur de la zone Saint-Gobain. Nous avons engagé de nouveau, et on n'a jamais arrêté de discuter avec eux, avec l'enseigne Pro-Apro, hein, pour envisager à la fois leur desserte sur l'arrière de leur terrain à partir des terrains achetés, qui nous permettra de desservir l'entreprise Pro-Apro sur l'arrière et leur permettant ainsi d'envisager un agrandissement sur les terrains qui appartiennent à la ville, qui sont pareil, derrière leurs grands bâtiments le long du canal. Deuxièmement, j'espère que nous allons avancer sur la perspective de l'implantation sur Saint-Gobain des locaux, des bureaux et ateliers d'Amélis, qui nous amènera là aussi à travailler sur la question de la pollution et de la dépollution des terrains. Voilà. Donc, je souhaite que ces deux projets puissent faire bouger dans le bon sens les terrains situés sur Saint-Gobain. Voilà. En tout cas, qu'ils connaissent un développement et qu'ils accueillent de nouvelles activités, quelles qu'elles soient. Voilà. Oui, monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, par rapport au rapport d'orientation budgétaire dont on a reçu ce soir, et que les conseils municipaux ont reçu ce soir, nous aurions bien voulu le recevoir bien avant. C'est un détail, peut-être. Mais je constate que, en fait, que dans ce rapport, il est indiqué que les prévisions de versement des dotations d'investissement pour 2021 de l'ordre de 1,6 million d'euros ne sont de surcroît pas de nature à relever les défis de l'après-crise. Quels sont les défis de l'après-crise pour notre commune, étant donné que nous n'avons pas d'aide à faire en termes d'économie aux entreprises, il me semble. Et je constate quand même qu'il y a des augmentations. Par exemple, quand on parle de la DETR, la dotation augmente de 10 millions d'euros pour 2020. Il y a une augmentation des SIL de soit de 100 millions d'euros. Il y a une augmentation de la DPV qui est de 129 millions d'euros par rapport à 124 l'année dernière. Donc, en fait, finalement, on a de plus en plus de dotations, si je comprends bien, d'après ce rapport-là. Mais je ne comprends pas quels sont nos défis aujourd'hui, quels sont les défis que la commune a pris pour l'après-crise. C'est ça, je ne comprends pas. Donc, par rapport à ce rapport, et donc on parle de différentes recettes qui peuvent y avoir, je découvre en même temps un peu, hein, mais même si j'étais présent lors de la commission finance où on a été quand même assez rapide, car il fallait être rapide et qu'on n'avait pas reçu le rapport ce jour-là également, et qu'on n'a toujours pas eu au niveau du compte-rendu également aussi. Donc on n'a pas pu se préparer nos discours, nos questions qu'on pouvait avoir aujourd'hui, malheureusement. Donc si c'est juste acter un débat qu'on n'a pas pu préparer,
enfin, c'est plus un débat, quoi, tout simplement. Voilà, merci. Les éléments du débat, vous les avez eus à la Commission des finances. Hein. Il n'y a rien de changé. Voilà. Donc, il suffisait de prendre quelques notes ou de se rapprocher des services de la mairie si vous aviez besoin de précision. Oui, je pense que sur le plan de relance de 100 milliards, au départ, il y avait 1 milliard pour les collectivités. Je crois que grâce à l'action d'un certain nombre d'élus, de groupes d'élus, cette somme va être doublée. Enfin, ça fait 2 milliards sur 100 milliards. Voilà. Ensuite, on a deux éléments structurels qui impactent les budgets et l'évolution des budgets communaux. C'est la fin de la taxe, l'amputation qu'on va subir à la taxe professionnelle, donc la CET, et donc l'évolution de la CET et donc les ressources des intercos, la suppression de la taxe d'habitation, qui fait que, pour ce qui concerne les départements et les régions, elles n'auront plus de fiscalité locale, ça sera que des dotations de transfert de l'État. Voilà. Et des impôts, je dirais, annexes, que perçoivent ces deux collectivités. Les intercommunalités n'auront que des dotations de transfert. Seules les communes garderont un impôt, c'est le foncier bâti, mais sur lequel, évidemment, nous ne pouvons pas agir, puisque d'abord, il ne concerne pas tout le monde, puisque tout le monde n'est pas propriétaire sur une commune. Et qu'on revient à une époque où seule une partie des contribuables locaux vont payer l'impôt. Alors certes, à travers leurs impôts nationaux et les taxes nationales, mais qui sont des impôts pareils, chacun d'entre nous, qu'on soit propriétaire ou non, à travers la TVA, la TIPP, etc., toutes ces taxes nationales, nous abondons les budgets des collectivités locales puisque ces impôts nationaux viennent financer le reversement des dotations de l'État aux collectivités locales. Mais il n'y a plus de lien direct entre l'ensemble des contribuables locaux et la collectivité. Et deuxièmement, ça c'est l'aspect plus politique, et l'aspect plus financier, c'est qu'il n'y a plus d'évolution dynamique de ces bases. À côté de ça, même si l'État, on peut se satisfaire, par exemple, qu'au titre de la DPV, 2 communes dans le Loiret touchent des subventions, c'est Montargis et Chalette. Chacune autour de 210 000 euros. Mais on nous a piqué, par la diminution de la dotation globale, enfin la DGF, des millions d'euros depuis 10 ans. Donc c'est même à travers la DETR qui augmente, les 50 ou 100 000 euros ou 200 000 euros de DETR maximum qu'on peut espérer sur une année donnée est loin de compenser les centaines de milliers d'euros de DGF qu'on nous a supprimés depuis 10 ans. Voilà, donc l'enjeu il est là, c'est-à-dire la suppression de l'impôt local qui était payé par tous les contribuables locaux, entreprises et ménages, la suppression de la dynamique de ces recettes, de ces taxes locales, et le fait qu'on ne nous a pas redonné la DGF qu'on nous a piquée depuis 10 ans. Quoi. Voilà. Donc à côté de ça, le reste, les dotations de transfert exceptionnelles d'une année ou l'autre, d'abord, on n'en connaît pas la pérennité dans le temps, de même qu'on ne connaît pas la pérennité des compensations de l'État, sur la fiscalité qui a été supprimée. Voilà ce que je pouvais dire sur les enjeux. Les enjeux après, les enjeux pour la commune, c'est de mettre nous avons tous été élus il n'y a même pas un an. Nous avons un programme municipal à mettre en œuvre qui est très ambitieux, à la fois en investissement mais aussi en fonctionnement pour permettre de faire vivre le service public local et on le mesure bien en cette période de crise, combien le service public local est important et qui ne peut être et que rien ne remplace, puisque beaucoup de services publics nationaux ont été supprimés depuis. Je ne parle pas des menaces on est en train de fermer les dernières trésoreries municipales. Hein. Les trésoreries municipales de Courtenay, de je ne sais pas où, de Châtillon-Coligny vont fermer.
Il n'y aura plus qu'une trésorerie municipale à Montargis. Le bureau des hypothèques, où on enregistrait tous les actes de vente à Montargis, à la boîte noire, a été supprimé. Tous les enregistrements des actes sont faits à Orléans maintenant. Alors, à travers des plateformes dématérialisées, mais il n'y a plus rien à Montargis. Et un acte de vente qui pouvait être enregistré en 2 mois et demi, 3 mois à Montargis, il faut 6 mois maintenant pour avoir un titre de propriété. Voilà. Donc tout ça, c'est la disparition des services publics, alors qu'on nous abreuve de je ne sais pas quoi à la télé et partout sur le service public, alors que jour après jour, mois après mois, année après année, dans la ruralité, les services publics disparaissent les uns après les autres. Voilà. Et que les collectivités ont de moins en moins d'argent pour entretenir leurs écoles, leurs routes, etc. Notamment au milieu rural. Voilà. Bien, donc 2 interventions. Madame Durand et après Monsieur Gage. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Excusez-moi, c'est vrai que on vient juste d'avoir la connaissance du document et personnellement je ne connais pas forcément tout très bien. Je voudrais venir sur la page 4. J'aurais bien aimé que vous puissiez m'expliquer par rapport aux résultats 2020 prévisionnels, le petit paragraphe en fait où il est indiqué les dépenses et les recettes avec un résultat de section de 3 076 092,90, je pense en crédit, c'est-à-dire qui est excédentaire. Oui. Et ensuite, il y a une deuxième partie où il est question des investissements, où donc là, on est en déficit. Oui. En fait, j'aurais aimé comprendre un petit peu, par exemple, les dépenses qu'il faut ajouter. Il y a un déficit annoncé de 829 578,61 auquel il faut ajouter de dépenses. Donc ça, je ne comprends pas pour quelles sont les dépenses qui doivent s'ajouter pour le déficit final. Et je ne comprends pas non plus le dernier chiffre. Ainsi, 569 690 seront reportés au crédit du compte 002. Est-ce que vous pourriez essayer en langage facile à comprendre, de me faire comprendre un petit peu s'il vous plaît. De finances publiques, je vous engage toutes et tous. Je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont suivi un stage sur les budgets il y a quelques jours. Donc, vraiment, il y a des sessions dans tous nos instituts de formation qui préparent aux finances publiques. Donc, je vous engage à les suivre. Oui, non, c'est très simple. Le budget communal a 2 sections, fonctionnement et investissement. La section de fonctionnement dégage en principe systématiquement un excédent de fonctionnement qui sert à payer le déficit d'investissement, parce que nos sections d'investissement sont systématiquement déficitaires, puisque les recettes d'investissement ne sont pas de nature à financer l'ensemble des dépenses d'investissement. C'est pour ça qu'il est prévu dans le budget un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Ce virement, il est d'environ chaque année 2 à 3 millions d'euros de virement du fonctionnement vers l'investissement pour financer tout simplement et assurer l'équilibre de la section d'investissement. Mais ça, c'est dans tous les budgets locaux, c'est comme ça. Voilà. On constate en fin d'année un déficit de la section d'investissement qui est financé par l'excédent de la fonction de fonctionnement. Et c'est le solde qui fait l'excédent brut. Voilà. Sachant que sur l'année en cours, en fonctionnement, on a le résultat de l'exercice, dépenses moins recettes, enfin recettes moins dépenses, auquel s'ajoute l'excédent reporté de l'année N-1. Ça fait l'excédent de fonctionnement global au 31 décembre de l'année N. En investissement, on a en fin d'exercice les dépenses et les recettes de la section d'investissement de l'année en cours, auxquelles se rajoutent les restes à réaliser en dépenses et en recettes de l'exercice précédent, pareil, qui vient augmenter
ou diminuer le résultat déficitaire de la section d'investissement. Donc l'ensemble fait un excédent global, les 569 000. Alors là, c'est un résultat prévisionnel puisque nous n'avons pas encore procédé au rattachement. Voilà. Et que cet excédent global de fonctionnement vient au compte 002 comme une recette de l'exercice en cours. Alors, normalement, il y a deux hypothèses. L'excédent de clôture qu'on constate sur la fin de l'exercice, cet excédent de clôture, il est normalement constaté au moment du vote du compte administratif, qui doit être opéré avant le 30 juin. Le compte administratif, c'est le budget consolidé de la commune de l'exercice précédent. On doit adopter avant le 30 juin 2021 le compte administratif de l'exercice 2020, qui fait état de l'ensemble des dépenses et des recettes en investissement et en fonctionnement, qui est donc le résultat, on va dire, c'est le réel de l'exercice passé. Et donc c'est avec l'adoption du compte administratif avant le 30 juin qu'on constate les excédents de clôture, et c'est à ce moment-là qu'on vote un budget supplémentaire qui permet de réintégrer dans l'exercice en cours les excédents de l'exercice précédent. Sauf que l'instruction M14 nous permet, par anticipation, au moment du vote du budget primitif en mars, d'intégrer dans le budget primitif les excédents, donc, comme on dit, par anticipation, donc avant d'avoir voté le compte administratif, et en accord avec le Trésor public, d'intégrer dans le budget primitif les excédents de l'année précédente. Voilà. Ce qui fait que si on intègre les excédents de l'année précédente dès le budget primitif, évidemment, lorsqu'on adopte le compte administratif en juin, il n'y a pas de budget supplémentaire puisque les excédents ont déjà été intégrés. Voilà. C'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années d'ailleurs. Voilà. Tout ça, c'est... Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais sinon... Oui, vous avez été clair. Bon. J'espère qu'on pourra bénéficier de formation, effectivement. On va s'en occuper. Pas de souci. De toute façon, tous ces chiffres-là seront repris dans notre discussion sur le vote du budget primitif dans un mois. Hein. Tout ça, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Gage? Oui, merci Monsieur le maire. Merci aussi pour les explications apportées en commission et ce soir, des explications orales. Je souhaite vous alerter sur le fait que découvrir le rapport d'orientation budgétaire en séance, c'est difficile pour nous de pouvoir se forger un avis, même si effectivement des explications ont été apportées. La commission s'est réunie le 18, sauf erreur de ma part, le 18 février. Le document est daté du 22, donc il y a peut-être eu quelques ajustements entre les deux potentiellement. Voilà, donc pour pouvoir jouer notre rôle d'élu, je pense qu'il serait bien effectivement que l'on arrive à s'organiser pour qu'on dispose des documents en avance, principalement s'agissant du budget, parce que ce sont des matières éminemment complexes. Il faut bien sûr du temps pour les appréhender et travailler dessus. Donc en tout cas, bon, pour ce soir, pour ma part, je ne peux pas me prononcer sur ce document que je découvre. Heureusement, il y aura effectivement le budget en lui-même qui, suite à l'orientation, viendra en son temps. Voilà, et donc je souhaite vous alerter sur le fait que ce serait éminemment utile que nous disposions des documents en avance pour pouvoir jouer notre rôle d'élu, en fait. Merci. Bien sûr, dès qu'on les a. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on fait un vote sur le débat d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstentions. Très bien, merci. Donc rendez-vous dans un mois pour le budget. Délibération numéro... Pardon? Ah ben 7 alors, pas de souci. Il y a un pouvoir? Oui, donc 7. 4 et 3, 7. C'est OK. Délibération numéro 5. Alignement rue Pierre-Brossolette. Monsieur Osturk. Oui, merci Monsieur le maire.
Dans le cadre d'un projet de construction d'un programme immobilier de 10 logements, rue Pierre-Brossolette, la commune a négocié avec les acquéreurs l'abandon au domaine public d'une bande de terrain de 50 mètres carrés à la rue Pierre-Brossolette, permettant d'élargir le trottoir. Ainsi, M. et Mme Kédou ont donné leur accord pour céder à la commune une bande de terrain d'environ 1 mètre de profondeur sur 50 mètres de long, issue d'une parcelle cadastrée AI 576, 577 et 578, moyennant l'euro symbolique. Compte tenu de ces précisions, je vous propose de valider les termes de cette transaction. Très bien. Donc, il s'agit d'une mise à l'alignement. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération 5 bis, donc c'est la création d'une servitude de passage temporaire sur le domaine privé communal dans l'allée Rabichon, place Jean Jaurès. Dans le cadre du projet de construction de 60 logements et commerces par Logem-Loiret à la rue Gambetta et allée Rabichon, le découpage de l'allée Rabichon va être revu, avec un élargissement de son emprise sur la propriété de Logem-Loiret et diminution de sa longueur au bénéfice de ces derniers. La régularisation des échanges du foncier intervenant après l'achèvement des travaux. Dans l'attente et pour permettre la commercialisation des futurs logements, il est nécessaire d'octroyer un droit de passage temporaire au profit de Logem-Loiret et de tous les futurs acquéreurs de logements et ou commerces sur la parcelle cadastrée AT 885, qui est la partie de l'allée Rabichon déclassée du domaine public après enquête publique par délibération du conseil municipal du 19 janvier 2015. Propriété communale d'une superficie de 107 mètres carrés. Compte tenu de ces précisions, je vous propose de valider la création d'une servitude de passage temporaire dans l'attente du classement de l'allée Rabichon dans le domaine public communal sur la parcelle cadastrée AT 885 au profit de Logem-Loiret et de tous les acquéreurs des futurs appartements et ou des locaux commerciaux situés 2 à 6 allée Rabichon et 15 à 19 rue Gambetta. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 6, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Il s'agit donc de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs pour permettre à un agent qui a bénéficié en 2020 d'un avancement de grade. Voilà. Donc c'est la création d'un poste d'adjoint technique principal première classe à temps complet. Il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 7, recrutement d'un agent pour accroissement temporaire d'activité, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il peut être fait appel à du personnel non permanent en application de l'article 3. 1 relatif au recrutement pour accroissement temporaire d'activité prévu par la loi du 26 janvier 84 pour une durée maximum de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs. Il est proposé de recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3.1 de la loi du 26 janvier 84 précitée et de créer les postes suivants. Un poste d'adjoint technique territorial polyvalent à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires pour seconder l'équipe de restauration et d'entretien de la résidence autonomie du Clos. Donc la rémunération se fera en référence à la grille indiciaire afférente au grade. Est-ce qu'il y a donc des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Donc, voilà, il faut que je lise tout ça. C'est pas ça. Bien. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C, ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau exerçant des fonctions de même nature. L'octroi de d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service, au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la production d'un décompte déclaratif des heures supplémentaires. Les agents qui exercent leur fonction à temps partiel peuvent bénéficier du versement
d'heures supplémentaires. Leur taux sera calculé selon des modalités spécifiques. Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires, dès lors qu'elles ne les conduisent pas à dépasser la durée légale du travail hebdomadaire, soit 35 heures. Elles sont rémunérées au taux normal. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférente à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail, donc 35 heures, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quantité de travail à temps partiel par 25 heures. Un agent à 80% ne pourra donc percevoir que 20 heures maximum chaque mois. La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur. À défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes. La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour le 14e heure supplémentaire et par 1,27 pour les heures suivantes. L'heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu'elle est effectuée de nuit et de 2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche et jour férié. Pour les agents qui exercent leur fonction à temps partiel, le montant de l'heure est déterminé en divisant par 1/820e la somme du montant annuel du traitement d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou heure fériée peut être envisagée dans les mêmes proportions que celle fixée par la rémunération, c'est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés. Sur ces bases, il appartient au conseil municipal de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que les conditions d'une éventuelle majoration du temps de récupération. Donc, l'article 1, on a l'ensemble des métiers, enfin des cadres d'emploi, et des emplois correspondants, rédacteurs, adjoints, techniciens, agents de maîtrise, adjoints techniques, animateurs, adjoints d'animation, infirmières, médecins, périculteurs, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires, éducateurs des activités physiques et sportives, opérateurs des activités physiques et sportives, ATSEM, infirmières, auxiliaires de soins, assistants techniques, assistant d'enseignement artistique, chef de police municipale, agent de police municipale, assistant de conservation du patrimoine, adjoint de patrimoine. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d'un décompte déclaratif. Donc, cette délibération nous est demandée depuis maintenant plusieurs mois par la perception, voilà, la perception municipale. Voilà, donc c'est une demande du comptable public qui, lui, verse les payes aux agents. Deuxièmement, donc là, en gros, ce qui change pour les agents, ce n'est lorsqu'on fait des heures supplémentaires, lorsqu'un chef de service demande à un agent de faire des heures supplémentaires, la règle du jeu, normalement, c'est la récupération. Ce que prévoit la loi nationalement. Et puis, si la récupération n'est pas possible, on paye des heures supplémentaires. Donc, sur le paiement des heures supplémentaires, il n'y a rien de changé. Ce qui est changé, ce que change cette délibération, c'est que dans le passé, lorsqu'un agent travaillait le dimanche, il faisait 2 heures et récupérait 4. Aujourd'hui, ce système de récupération n'est pas légal, ça fait un certain temps. Donc aujourd'hui, s'il travaille 2 heures, il récupérera 3 heures uniquement. Voilà, c'est ce que change cette délibération, mais qui n'est que l'application stricte de la loi de je ne sais plus quand, là. Pas de 84, hein, c'est une loi beaucoup plus récente, et la perception nous demande de nous mettre en concordance avec la loi, voilà, puisque nous n'étions pas dans les clous. Après, l'agent a la possibilité, s'il ne veut pas perdre, c'est de demander le paiement de ses heures plutôt que la récupération, puisque au niveau du paiement des heures, il n'y a rien de changé. Alors ça touche très peu d'agents, enfin, ça peut toucher beaucoup d'agents, mais c'est très peu d'heures sur la masse des heures supplémentaires. Je vous ai donné le montant des heures supplémentaires qu'on versait chaque année, puisque ça touche que quelques activités municipales du dimanche, où il y avait la possibilité ou d'être payé ou de récupérer. Pour l'essentiel, c'est
les journées d'élection. Les journées d'élection, c'est la fête de Chalette, par exemple, ou la fête des retraités. Voilà. Ce qui donnait lieu au choix entre récupération ou repos compensateur. Paiement des heures supplémentaires ou repos compensateur. Sachant que pour un certain nombre d'autres agents qui travaillent le dimanche de façon régulière, que ce soit les agents d'astreinte en particulier ou les agents de la police municipale ou d'autres, les astreintes sont payées, elles ne sont pas récupérées. Puisque c'est... Voilà. Donc ça a été soumis au comité technique, ça date en mois de décembre également. Bon, évidemment, les représentants du personnel au comité technique ont émis leur désaccord, un certain nombre d'élus aussi, avec cette proposition. Mais voilà, j'ai rappelé que cette délibération n'est que l'application stricte de la loi. Voilà. Et de toute façon, la perception menace de bloquer les payes si on ne délibère pas. Voilà, tout simplement. Donc on a gagné du temps, mais voilà, on est au... Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Bien, donc je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Alors, c'est quoi ça? Délibération numéro 9. Je ne l'avais pas vu. Alors... D'accord. Afin de permettre une continuité de service d'animation périscolaire, il est proposé de faire ponctuellement appel à un agent d'animation en fonction des besoins et en fonction des besoins personnels pour des activités d'animation sur les temps périscolaires et des remplacements sur les horaires et selon des horaires et des périodes d'emploi variables. Il est précisé que ces interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu et sans aucune régularité. Sur ces bases, il est proposé de rémunérer ce professionnel à la vacation à raison de 10,25 € brut de l'heure du 14 mars 2021 au 6 juillet 2021. Voilà, donc on a recours à un agent sous forme de vacation. Voilà. Donc c'est pour une durée très limitée et sur un nombre d'heures limité. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 10, compte-rendu de la délégation d'attribution du maire. Vous les avez eus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la décision 1.21, c'est les demandes de subvention au titre de la DETR. 2.22, c'est la convention SIDEF, les deux conventions SIDEF. 4.21, acceptation d'un don d'un piano de marque Erard, d'une valeur d'environ 7 000 €. Le piano, il était mis où? Dans le hall d'accueil du hangar. Il est dans le hall d'accueil du hangar. Bon, si vous voulez le voir, c'est un don d'une personne privée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délégations d'attribution? Je voudrais donc, avant de clore le conseil municipal, vous informer des derniers événements concernant la situation sanitaire de Chalette. Vous savez que nous avions interpellé, c'était donc Madame Pruneau avait interpellé l'ARS au début du mois de février par rapport à des éléments sur la dévolution de la situation de la pandémie. C'était il y a début février, où à l'époque nous demandions, au vu d'éléments, mais dont nous n'avions pas de chiffres exacts, s'il y avait, compte tenu des chiffres qui circulaient à l'époque, s'il y avait lieu de mettre en place un dépistage systématique dans certains quartiers de Chalette. L'ARS a dû réfléchir puisqu'elle nous a envoyé un mail, c'était jeudi dernier, répondant à notre courrier du 2 février et à notre interpellation du 2 février, nous disant qu'il lui semblait opportun de mettre en place un test de dépistage sur l'ensemble de la commune.
Voilà, au regard de l'évolution des données sanitaires. Voilà. Donc, nous avons mis en place un groupe de travail dans l'urgence qui a travaillé jeudi, vendredi et lundi pour aboutir aux propositions qui vous ont été communiquées et qui sont sur les réseaux sociaux maintenant, je pense, depuis cet après-midi. C'est-à-dire que donc, l'Agence régionale de santé va envoyer une équipe sur Chalette pendant 10 jours pour faire des tests tous les jours sur des points qui bougeront. Donc, c'est des équipes mobiles, souples, qui vont, selon un planning qui a été communiqué à la presse et qui va être communiqué à l'ensemble des Chalettois, procéder à des tests de l'ensemble des personnes qui le souhaiteront, gratuits. Ces tests s'adresseront donc évidemment à tous les Chalettois, mais aussi aux personnes qui travaillent à Chalette, qui habitent dans d'autres communes qui travaillent à Chalette, puisque les grandes entreprises ont été contactées également, Hutchinson et toutes les grandes entreprises ont été contactées. Le personnel communal également pourra se faire tester, etc. Voilà. Le personnel des écoles, voilà. Donc les équipes de l'ARS renforcées par la Croix-Rouge vont mettre en place des tests quotidiens sur certains points de la commune. Voilà. Ce qui nous permettra évidemment de mesurer l'étendue et la réalité de la propagation de la pandémie, dont on peut supposer que, comme à l'image de ce qui se passe dans d'autres départements ou dans d'autres métropoles, elle est en train de trouver un troisième souffle, voilà, notamment avec les variants. Voilà. La campagne de vaccination se poursuit ici comme ailleurs, mais très doucement, puisque nous dépendons évidemment du centre de vaccination de Montargis. Les médecins du centre de santé, nous avons obtenu donc des doses de vaccins AstraZeneca, puisqu'ils sont attribués aux médecins. Donc, comme au centre de santé, nous avons 7 médecins, nous avons reçu 7 fois la quantité donnée à chaque médecin de façon hebdomadaire. Donc, nous avons commencé la vaccination au centre de santé la semaine dernière, vendredi dernier, jeudi, vendredi et hier, aujourd'hui. Bon, voilà. Et on attend qu'on nous redonne des vaccins et évidemment, au fur et à mesure, nous vaccinerons les patients qui dépendent du centre de santé. Donc ça se fait en face au foyer Marlin. Voilà. Les personnes du foyer Jacques Duclos, la résidence autonomie Jacques Duclos vont être vaccinées aussi prochainement, puisqu'on est le 18, c'est ça 18 mars. Parce que nous allons recevoir donc en lien avec le centre de santé, ils seront vaccinés également. Ça fait une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes à la résidence autonomie Jacques Duclos. Voilà. Le reste, évidemment, on vous demande de vous retourner chacun vers vos médecins traitants qui bénéficient de dotations également. Compte tenu de la situation sanitaire, j'ai décidé aussi, et je voulais vous en parler ce soir, parce que je prendrai l'arrêté demain matin, de rendre obligatoire le port du masque dans l'espace public. Donc ça sera un arrêté qui imposera le port du masque. Ça sera de façon limitée dans le temps, c'est-à-dire pour 4 semaines pour l'instant, et autour des lieux de regroupement habituels des habitants, c'est-à-dire autour des écoles, des commerces, des équipements, voilà, sur les marchés, voilà, où jusqu'à présent le masque était conseillé, mais pas obligatoire. Donc, je pense qu'il est nécessaire, déjà pour montrer aux Chalettois et aux personnes qui viennent sur Chalette, que nous sommes dans une nouvelle phase d'évolution de la pandémie et qu'il y a tout raison de prendre au sérieux ce qui est en train de se passer. Même si, au niveau national, ça a l'air très compliqué, la communication a l'air pas simple, entre d'un côté le dogme du non-confinement et de l'autre côté la réalité de la situation sanitaire dans les territoires. Vous voyez bien tout ce qui se dit au niveau national. Et les discussions qu'il peut y avoir entre la sphère politique nationale et
la sphère médicale. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, moi, je ne sais pas quelles dispositions vont être prises au niveau national et donc départemental sur les métropoles du Loiret. Mais en tout cas, donc, sur Chalette, pendant 10 jours, nous allons mettre en place un dispositif permettant à tous les chalettois qui le souhaitent d'être testés gratuitement sur des dispositifs qui vont être mobiles, sachant que, bien entendu, on peut continuer à se faire vacciner sur se faire tester sur tous les lieux habituels où on pouvait déjà se faire tester sur Chalette, c'est-à-dire laboratoire, pharmacie, etc. Sur Chalette et ailleurs d'ailleurs, où on peut continuer à se faire tester ce rendez-vous et gratuitement. Ce qu'on met en place là, c'est en plus. Et c'est massif, permettant de tester un maximum de personnes en même temps. Et puis le port du masque, c'est aussi pour montrer que nous sommes dans une phase d'évolution inquiétante de la pandémie. Ça permet d'en appeler à la responsabilité de chacun et que l'heure n'est absolument pas au relâchement, même si il fait nuit plus tard aujourd'hui, même s'il fait beau, et que il faut dire que l'heure n'est pas au relâchement parce que dans certains milieux médicaux, on parle que nous sommes à la veille d'une 3e vague. Si on regarde les chiffres qui sont donnés par Santé publique tous les soirs. Hein. Voilà. Et que le pire peut être douté. On espère tous que la vague sera écrêtée par les dispositions prises en place autour du test, du confinement, autour du couvre-feu. Mais en tout cas, on se prépare à une vague dont on souhaite tous qu'elle soit la moins haute possible, mais qui peut arriver pour mi-mars, entre mi-mars et fin mars, quoi. Début avril. Voilà les éléments. Donc, nous avons mis tout ça en ligne sur le Facebook de la ville, sur les outils de communication. Le chalet de place commune qui va être distribué dans quelques jours, qui a été bouclé aujourd'hui, va reprendre tout ça évidemment. La presse locale a été largement informée et va, je pense, diffuser l'information. Et puis vous allez voir dès demain les équipes de l'ARS se déplacer sur les quartiers de la commune. Voilà. Oui. Merci. Sur cette obligation du masque, j'ai deux points que j'aimerais aborder. Le premier, c'est que il me paraît important que les zones concernées soient précisément délimitées, parce que nous sommes dans une situation où nos concitoyens, beaucoup d'incertitudes et de poids psychologique pèsent sur nos administrés, sur nos concitoyens. Il est important qu'on ne dise pas simplement, il me semble, que c'est interdit, je ne sais pas, autour de tel marché, sans connaître précisément la zone où s'arrête cette obligation, parce que du coup on fait peser une incertitude, on accroît l'incertitude psychologique sur les habitants qui, à mon avis, est très néfaste. Donc c'est vrai que cet arrêté, c'est sans doute ce qui est prévu, mais prévoit de délimiter précisément les zones. Le deuxième point, c'est que c'est vrai je ne conteste pas du tout l'intérêt de cette mesure, mais les foyers les plus modestes vont se trouver à financer ces masques donc en plus. C'est vrai que ce n'est pas très cher pour des gens qui gagnent correctement leur vie, mais j'imagine que des gens qui sont vraiment en précarité, ça peut représenter un coût. Est-ce qu'on a regardé ce sujet-là et est-ce qu'on a envisagé de fournir des masques ou d'aider les personnes les plus modestes? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. Moi, en fait, si j'ai bien compris, la vaccination est possible depuis une semaine sur Chalette, par le biais du centre de santé municipal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai cru comprendre. Désolé. Donc la vaccination est faite par rapport aux patients du CMS, alors qu'il y a des chalettois qui n'ont pas forcément de médecin traitant. Du coup, ils ne pourront pas bénéficier de ces vaccins, et sachant que des patients ne sont pas des chalettois, mais des villes aux alentours. Donc, moi, je me pose la question pour les chalettois qui n'ont pas de médecin traitant, qu'est-ce qu'on leur apporte? On les a appelés, et puis on les a mis sur une liste pour prendre rendez-vous directement pour eux. On a appelé plein de personnes, 300 personnes qui n'ont pas de médecin, enfin pas de médecin, mais on a
Bien, en tout cas, non, mais la question qui est posée, c'est que malgré la mise en place du centre de santé de Chalette depuis 3 ans est quelque chose d'exemplaire et unique dans le Loiret et qui connaît un grand succès grâce aux recrutements qui ont pu être faits et au travail fait par toute l'équipe, par l'élu en charge de la santé, par l'équipe du centre de santé, pour attirer des nouveaux médecins. Mais il est évident que le centre de santé de Chalette ne peut pas répondre à la désertification médicale sur toute la commune de Chalette et au-delà. Ce n'est pas possible. Là, moi, M. Balaban, je vous invite à interpeller vos parlementaires préférés, députés, sénateurs du Loiret, pour leur demander des comptes sur ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, pour mettre la santé dans l'état où elle est aujourd'hui, que ce soit la médecine de ville, que ce soit l'hôpital. Chalette n'est pas responsable de ça. Et heureusement que Chalette, avec la municipalité, que vous donc, chers collègues, avez fait le choix d'ouvrir un centre de santé, malgré toute la difficulté que ça représente, pour le faire fonctionner, parce que je ne sais pas dans quelle situation on serait dans l'agglomération aujourd'hui sans les 7 médecins qui tournent sur le centre de santé. Mais il est impossible que le centre de santé réponde à toutes les sollicitations dont il est l'objet. Oui, il faut que l'on assume politiquement le fait qu'au centre de santé, on ne peut pas prendre tous les patients et qu'il y a des patients, chalettois ou non chalettois, qui sont parfois fort mécontents du fait qu'ils ne peuvent pas être pris immédiatement au centre de santé, mais ce n'est pas possible, tout simplement. La ville de Chalette, ces élus que nous sommes, on ne peut pas répondre aux inepties des décisions gouvernementales depuis 40 ans en matière de santé. Voilà. On a un médecin, un chirurgien dentiste, c'est le seul sur la commune aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'il réponde à toutes les demandes et toutes les sollicitations auxquelles nous sommes confrontés? Donc nous avons, je crois qu'on fait 20 000 consultations par an. Il y a 5 000 patients qui fréquentent le centre de santé, la liste de la patientèle. Je crois qu'il y en a 3 500 qui ont un médecin référent dans le centre de santé. Nous sommes au maximum de ce que l'on peut faire. Et heureusement qu'ils sont là. Voilà, donc il n'y a pas de discrimination. Le centre de santé, moi, quand j'ai demandé au préfet l'ouverture d'un centre de vaccination à partir du centre de santé de Chalette, c'est parce que sur notre patientèle de 5 000 personnes, nous avons parfaitement identifié ceux qui ont plus de 75 ans, plus de 65, plus de 55. Nous connaissons parfaitement leur pathologie et leur comorbidité, et que ces personnes-là, on peut les vacciner tout de suite, si on nous donne des vaccins. Mais à condition qu'on nous donne des vaccins. Et puis, plus on aura de vaccins, plus on vaccinera. Il n'y a aucun souci, mais on sait bien qu'aujourd'hui, il y a un problème, il n'y a pas de vaccin. Voilà, voilà, et qu'il y a une formidable... Voilà, il y a de la mousse qui est faite autour de la communication gouvernementale, mais c'est tout. Les médecins de ville... Donc, les médecins du centre de santé ont reçu un flacon pour 10 doses par médecin. Donc, on a 70 doses qu'on a fait en quelques jours, point barre, et on attend, et on ne sait pas à quel rythme on va alimenter notre centre de santé en doses. C'est 10 doses par médecin pour l'instant. Et c'est de l'AstraZeneca. Bon, donc, voilà. On fait tout ce qu'on peut. Nous, on est prêt à ouvrir un centre de vaccination. Nous, dès qu'on nous donne des vaccins, on ouvre le centre de vaccination. On a des médecins, on a des infirmières, on a des espaces dédiés au foyer Marlin pour le faire. On peut ouvrir un centre de vaccination demain matin. Monsieur Rambaud voulait parler. Oui, enfin, 2 choses par rapport revenir sur les propos de M. Guèche. Sur l'arrêté, bon, il faudra, vous parliez quelque part de zonage, hein, mais il faudra travailler sur le fait que, pour qu'on n'ait pas, je prends l'exemple d'Orléans, il y a un arrêté qui perdure depuis maintenant quelques mois. Bien entendu, il faudra peut-être regarder sur notamment la pratique sportive, parce que je dis ça parce qu'à Orléans, en 24 heures, l'arrêté a été annulé, rappelez-vous, parce qu'il était très restrictif sur le vélo, notamment, et la pratique sportive. Donc ça, il faudra regarder ça pour qu'on n'ait pas le même problème qu'Orléans.
À Orléans, c'est très très bien respecté depuis quelques semaines, hein, donc il n'y a pas de raison qu'à Châtelet ce soit pas la même chose. Et deuxième point, par rapport à ce que vous avez évoqué sur les masques et le coût éventuel des masques, je voudrais juste rappeler, ou peut-être informer l'Assemblée, qu'il y a quand même les mesures gouvernementales qui font que il y a une entreprise qui s'appelle La Poste, hein, qui en est à sa 3e vague de distribution de masques gouvernementaux. Ça occupe, je peux vous dire, pas mal de temps pour les facteurs. Hein. Ils le font avec le meilleur enthousiasme, mais pas toujours dans des conditions faciles par rapport aux familles. Et aujourd'hui, il y a une 4e vague qui s'annonce bientôt. Donc moi, je ne peux pas laisser dire que les familles précaires, parce que c'est celles-ci, au contraire, qui sont la priorité de la dotation gouvernementale. Et je peux vous dire, je ne vais pas vous donner les chiffres ce soir, parce que c'est vrai que pour moi, la ville de Châtelet et les celles de Montargis sont quand même très fortement concernées par la dotation de masques à la population. Et moi, je trouve ça plutôt très bien. Voilà. Et on va continuer à le faire à chaque fois que le gouvernement nous dira. Et je peux vous dire que dans quelques jours, on va recommencer. Et ça donnera également encore beaucoup de travail à mes agents. Bien, après, attendez, on ne va pas engager un débat sur les masques. Je pense que, oui, non, mais je pense que pour les masques, s'il vous plaît. Monsieur Balaban, c'est une information qui peut conseiller tout le monde, et c'est bien que les élus salétois sachent que la population reçoit des masques du gouvernement, parce que visiblement tout le monde ne le sait pas. C'est juste une information, et point barre. Et vos observations, vous les gardez pour vous, d'accord? Bien, monsieur Balaban, s'il vous plaît. C'est moi qui distribue la parole ici, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, pour ce qui est de la circulation dans l'espace public, on peut circuler aussi avec des masques tissus, hein, qui sont nettoyables, réutilisables. On n'est pas, voilà, dans des espaces confinés. Pour information, et avant même que tous ces événements-là se précipitent depuis fin de semaine dernière, il y a 15 jours en cellule de crise, nous avions pris la décision, de distribuer de nouveau dans les écoles, lundi prochain lors de la rentrée, 2 masques tissus, mais homologués, hein, à chaque élève. Donc on a acheté 2000 masques pour les élèves de plus de 6 ans, voilà, dans les écoles. Donc ils auront chacun 2 masques dès la rentrée. Et nous avions anticipé, en vue de cette évolution malheureuse de l'épidémie, et ce qui se passe aujourd'hui ne fait que le confirmer, de doter les agents communaux, donc environ 300 personnes, de 10 masques par semaine, pendant 5 semaines. Voilà, donc nous avons commandé, je ne sais plus combien de masques, pour que les agents municipaux, avant c'était réservé aux agents qui étaient en contact direct avec la population ou avec des publics, voilà, là c'est tous les agents municipaux, à partir de lundi, seront dotés chaque semaine de 10 masques, 2 par jour, pour travailler. Des masques chirurgicaux. Hein. Voilà. On avait pris cette décision il y a 15 jours, je crois, et je crois qu'on a bien fait. C'est pour ça, on a une dotation là pour 5 semaines, et puis dans 3 semaines, on verra où on en est, si on en recommande pour encore 5 semaines. Voilà. Après, s'il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées, de toute façon, que ce soit pour les masques, que ce soit pour l'aide alimentaire ou pour des difficultés, évidemment, c'est le travail du CCAS et des équipes de Michel de venir en aide aux plus démunis s'ils nous en font la demande et à chaque fois qu'ils nous en font la demande. Sachant que dans les services municipaux, on a toujours des masques qui traînent, chirurgicaux. S'il y a un usager qui vient qui n'a pas de masque, on est en capacité de lui donner un masque pour répondre à un rendez-vous dans les services publics municipaux en tout cas. L'histoire du masque, c'est ceci parce qu'on a constaté quand même, dans les dernières semaines, un relâchement important dans certains commerces. Vous voyez ce qui s'est passé le week-end dernier sur les quais de Seine, les quais de Loire, les quais de Saône, et sur la base de loisirs, qui a été envahie de monde il y a quelques jours. Donc il faut aussi que, c'est un appel à la citoyenneté, il faut qu'on respecte encore pour quelques temps, je pense, et ça, on risque d'être dans des temps finalement assez longs. Et je pense que la communication gouvernementale devrait tenir compte que nous sommes dans des temps longs. En politique publique, nous sommes dans des temps longs. Voilà. Et eux, ils gèrent ça avec des sociétés de communication internationales qui réfléchissent à l'immédiateté et en fonction des sondages. Je pense que le problème, en grande partie, sur
l'anxiogénéité de cette situation, l'incompréhension des habitants sur ce qui se passe vient en grande partie de la communication faite au niveau national et tout ce qui se raconte sur les médias et sur les réseaux. Voilà. C'est mon avis personnel, qui n'engage que moi. Oui, monsieur Faure. Bonsoir, monsieur le maire. Le mois dernier, nous avions adressé 3 questions écrites. Oui. Nous attendons toujours les réponses. Alors, on a pu échanger via la commission, mais la commission n'est pas publique. Donc, les citoyens et citoyennes qui ont porté ces questions n'ont donc toujours pas leurs réponses. Concernant la 3e question, l'école infirmière de Chalette, alors là, je crois que nous n'avons rien du tout, aucun échange. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles? Et sinon, pour les 2 autres, est-ce qu'on peut avoir une réponse écrite qu'on puisse la publier? Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous déjà faire une réponse verbale, et puis on vous l'enverra par écrit. C'était quoi déjà? Donc, l'adaptation du plan de stationnement à l'évolution démographique et sociale. C'était le groupe Un Nouvel Élan pour Chalette. C'est ça, c'est ça. Donc, réponse. Actuellement, la ville ne disposant pas de plan de stationnement, les véhicules stationnant dans les rues, dans les parcs de stationnement ou dans les parkings privés. Une étude de plan de circulation, comprenant également un plan de stationnement, a été effectuée dans le quartier du Bourg durant le mandat précédent, avec la concertation des riverains par le biais d'ateliers participatifs. Ça remonte déjà à 2 mandats. En outre, malgré le nombre important de véhicules sur la commune, aucune réclamation n'a été faite sur ce point, ni par les habitants, ni par les bailleurs sociaux. Concernant l'entretien des routes et des trottoirs, durant les mandats, je ne sais pas si tu avais prévu de répondre lors de la commission. Donc, durant les mandats précédents, ont été priorisés les travaux relatifs à la rénovation, voire la reconstruction des bâtiments, équipements municipaux, pour lesquels l'utilisation de certains devenait très compliquée en raison de leur vétusté. Oui, nous avons donné priorité aux bâtimentaires. Donc, ça a été le cas de la reconstruction de tous les bâtiments. Je ne veux pas tous les citer, hein. On a refait pratiquement tous les bâtiments de la ville. Il reste en cours de l'Aune, voilà, mais qui est en cours. Le dernier bâtiment vraiment important à rénover, c'est le gymnase Paul-Éluard. Pour ce mandat-là, nous priorisons les travaux relatifs aux rénovations de voiries et dans le programme municipal ne manque pas de figurer le projet de mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement consacré à la rénovation des routes et trottoirs. Dans ce cadre, les routes prioritaires pour les 3 années à venir sont la rue Voltaire prolongée, la rue des Cités Saint-Gobain, la rue Anne-4-Sceaux et la rue Bricard. Pour les travaux de voirie prévus en 2020, nous envisageons, alors sous réserve que nous votions le budget dans l'ordre qui peut être une ordre de priorité, la rue Voltaire prolongée, les trottoirs de l'avenue Gérald Leclerc côté impair, de la rue Condorcet à la rue de la Fonderie et le début des travaux de la rue du Guéobiche. Pour les travaux de voirie 2022, les voiries concernées seront les suivantes. La rue du Guéobiche, deuxième phase, la rue des Cités Saint-Gobain. Pour 2023, les trottoirs de l'avenue du Général Leclerc, côté pair de la rue Condorcet, la rue de la Fonderie, la rue Henri Guichard et la rue Anne-4-Sceaux. Pour les travaux, eh bien, nous avons une enveloppe de travaux pour gros entretien, grosse réparation, un marché à bon de commande avec une entreprise de travaux publics qui est là pour procéder à l'entretien des rues. Pour l'IFSI, tout simplement, nous sommes en négociation avec les acteurs de ce projet, qui sont, 1, l'hôpital, puisque c'est lui qui est propriétaire des bâtiments aujourd'hui et des terrains, 2, la région qui, en vertu de ses nouvelles compétences, doit financer le bâtiment en terre et une partie de la formation, et l'ARS et donc l'État sur cette affaire-là. Les discussions se poursuivent. Il y a autour de la réhabilitation, reconstruction de l'école d'infirmière. Voilà, la discussion se poursuit avec l'ensemble des institutions, puisqu'à ce jour, aucune décision n'est arrêtée. Voilà. Bien sûr, on travaille pour que l'école d'infirmière soit, moi je milite depuis des années, pour que l'école d'infirmière soit reconstruite à Chalette, sur les terrains actuels, puisqu'il y a largement de la place, puisque l'école d'infirmière est la seule formation Bac+3 sur tout l'est du département.
aujourd'hui. Voilà. Et que cette école d'infirmière, je crois, au regard des enjeux de formation, mais aussi des enjeux sanitaires qui échappent à personne, nous avons besoin, je pense, pour le XXIe siècle, d'une belle et grande école d'infirmières digne de ce nom, avec tous les locaux nécessaires pour un enseignement digne du XXIe siècle. Donc des salles, voilà. Donc je milite, et nous sommes un certain nombre à militer pour cette option-là. Voilà. Bien, eh bien, je crois que nous pouvons clore ce conseil municipal aujourd'hui. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal, le mardi 13 avril, pour le vote du budget. Voilà.